Nous rentrons victorieux. Mais très vite, la joie fait de nouveau place à l'inquiétude, et en ce qui me concerne, la curiosité. Une envie irrépressible de savoir. Il faut que je sache au plus vite ce qu'il y a sur ces fichiers. Bon, passons aux choses sérieuses, dis-je, l'air grave. Soudain, l'atmosphère redevient glaciale, et un profond malaise s'empare de nous tous. Je transmets les données au réseau domotique, la luminosité décline, les sofas changent de position. Face à nous, un écran mural s'allume et le message suivant apparaît. Données cryptées, informations inaccessibles. Cela ne nous surprend pas. Jacques ordonne l'enclenchement de la procédure de déverrouillage. Quelques secondes plus tard, un menu s'affiche. Fondement conflit Gruil Epoxia, ou rébellion du Major Cindy, ou organigramme d'État. Gabriel se redresse, il trépigne. Moi aussi. Je m'avance et joins mes mains. Nous sommes tous deux tendus et attentifs. J'ordonne la lecture. Rébellion du Major Cindy. La photo de notre père apparaît, accompagnée d'une fiche d'état civil, du détail de ses caractéristiques physiques, d'un historique complet de sa carrière, fonction militaire, grade, performance au combat, décoration obtenue, etc. Nous survolons la fiche. Je choisis la fonction présentation des faits. Un texte s'étale aussitôt devant nos yeux. Une voix off en fait la lecture, tandis que les photos d'archives alternent avec différents plans et images filmées. Le récit est le suivant. Le jeudi 16 mai 2110, il est 22h24. Le Major Cindy scrute l'horizon à l'aide de jumelles détectrices. En effet, il faut rappeler qu'à cette époque, 40% des effectifs militaires possèdent encore leur forme charnelle. Le Major fait partie de cette catégorie. Les sections d'attaque auxquelles il appartient se trouvent aux abords de Connecticut, la mégapole gruilienne, nos ennemis. Les ordres sont clairs. L'objectif principal étant de faire une brèche dans les défenses ennemies, principalement constituées par des méga-boozers de dernière génération. Le Major Cindy a déjà disposé ses hommes sous un épais camouflage prêt à donner l'assaut. Il a une vingtaine d'hommes, tous équipés pour la circonstance, dans le champ de ses jumelles. Il observe l'armée époxienne rigoureusement répartie autour des cibles. Connecticut est une cité au contour net et précis, formant un ovale parfait, long d'environ 150 km. Autour de la ville, 600 boozers constituent un rempart solide et efficace. Face à ces machines sont disposées 600 sections identiques à celles du Major Cindy. Après une phase de combat violent, le cessez-le-feu a été décrété par les responsables du commandement. Le silence est revenu, prélude au fracas du véritable assaut. Cette fois, seuls les hommes partiront au combat. Tous les soldats sont tendus. Certains sont en proie d'une peur intense. À 22h30, un cri résonne dans tous les écouteurs. « Section, à l'attaque !» Aussitôt, un grondement assourdissant se fait entendre. Du champ de ruines résultant de précédents assauts émergent brutalement les sections de combat. Cindy pointe le boozer du doigt. « Allons-y !» ordonne-t-il. Tous s'élancent en même temps, une rage guerrière semblant décupler leurs forces. Aussitôt, ils s'élèvent, flottent dans les airs et filent à vive allure. Sous leur corps, un dispositif de plaques utilise les forces magnétiques terrestres pour briser la gravité. À leur ceinture, des propulseurs leur donnent une excellente mobilité. Leur armure s'est solidifiée afin de leur apporter une bonne stabilité. Dans leurs mains, des poignées ergonomiques rétractables contrôlent le tout. Avec un tel équipement, chaque individu est un véritable aéronef. Cindy accélère et se place en tête de l'aile droite. Par ondes radio, il ordonne l'éjection des leurs. Les sphères luminescentes s'éjectent des coffres dorsaux de chaque soldat. Une multitude de lueurs apparaissent alors tout autour de l'escouade, filant comme des comètes vers leur objectif. De plus, elles sont une réplique virtuelle des soldats. En effet, elles émettent des informations relatives au volume, à la chaleur, à l'odeur, à l'aspect du combattant auquel elles appartiennent. Grâce à cette armée holographique plus vraie que nature, l'adversaire se trouve subitement attaqué par un nombre d'assaillants 20 fois supérieur à ce qu'il est en réalité. Les leurs fondent littéralement sur leur cible. Ils n'en sont plus qu'à 2 km. Le boozer défensif
dispose ses rampes destructrices en une muraille de guerre. Véritable araignée métallique de 50 mètres de diamètre, dont le corps est une tourelle massive portant à son extrémité une sphère photon à tir multiples, et dont chacune de ses pattes articulées est équipée de rampes accélératrices de particules. Ce gigantesque insecte de combat flotte à une dizaine de mètres du sol et repose sur de puissantes plaques antigravitationnelles. Le monstre pivote lentement sur lui-même. Bientôt, les premiers leurres seront à sa portée de feu. À ce moment précis, Sandy déclenche le plan. Éjection salve automatique. Une multitude de sifflements stridents s'échappent alors du dos de chaque soldat volant. Environ 400 micromissiles autoguidés viennent d'être lancés sur l'objectif. Seul un son suraigu trahit leur mouvement. La vitesse hallucinante de leur trajectoire rend leur observation impossible. En un dixième de seconde, le champ de bataille se change en un geyser d'énergie explosive. De la tourelle centrale fusent des éclairs bleutés, tandis que des micromissiles se heurtent violemment au champ de force de l'engin dans une explosion de lumière et de bruit assourdissant. Malgré les impacts titanesques, le boozer reste intact. Il tire à un rythme effréné de puissants rayons d'énergie qui lacèrent les ennemis virtuels. Dès qu'une sphère de protection implose, une nouvelle s'éjecte et la remplace. Sandy et sa section se rapprochent, profitant de la diversion offerte par les leurs. Il ordonne « Séparation sur un flanc, éjection des dômes ». Le groupe s'aligne alors rapidement sur 100 mètres, tandis que chaque soldat est entouré d'un champ de force, identique à celui qui protège le boozer. La stratégie est basée sur la cohésion de la section. Tous les 25 mètres, un groupe de 5 personnes envoie le plus de projectiles possible. Les tirs combinés des 4 groupes d'avant-garde ont entaillé une brèche dans la carapace de la bête. Dans chaque groupe, 2 soldats sont implantés dans une armure de combat, à la masse et à la force physique suffisante pour utiliser des canons sismiques. Ce type de matériel très lourd a pour effet de faire imploser toute jointure, tout axe, tout collage ou soudure. En effet, autour d'un noyau de matière réceptive, un amas de fréquences très puissantes se canalise et fait exploser les liaisons par principe vibratoire. L'efficacité de cette arme est redoutable, mais sa taille et son poids amoindrissent la mobilité de son utilisateur. Le canon, long de 2 mètres et possédant un diamètre de 80 cm, pèse 300 kg. Aussi, lorsque le soldat fait feu, la force de recul le cloue au sol. Afin de parer à cet inconvénient majeur, des pointeaux greffés à sa ceinture s'enfoncent profondément dans le sol et un lien magnétique rétablit alors la stabilité au moment opportun. Le canon sismique est bloqué sur le poitrail du guerrier par un harnais massif et les bras de l'utilisateur viennent se loger dans les flancs de l'arme. Son utilisation rappelle celle d'un speedster, dont la cadence de tir se règle par l'intermédiaire de la poignée droite. Plus le soldat la tourne et plus le rythme des tirs est élevé. Le Major Sandy se trouve sur le côté droit du flanc d'attaque et gère au mieux les hommes qui l'entourent. Tels des rugbymen, les 3 soldats se placent en soutien derrière les 2 porteurs de canon et les poussent dans un même élan vers le boozer afin d'optimiser l'efficacité des tirs. Cependant, ils subissent une riposte nourrie. Une rampe les a momentanément pris pour cible et a fait imploser 3 des sphères constituant leur bouclier. 2 autres montrent déjà des signes de faiblesse. Des étincelles s'en échappent. 3 nouvelles sphères jaillissent des coffres dorsaux des soldats de première ligne et rétablissent ainsi le rempart. La température a subitement augmenté. « Ancrez-vous et faites la mise en chauffe des canons !» Les 2 colosses expédient de lourdes pointes qui explosent et se plantent profondément dans le sol. Un filet bleuâtre, presque transparent, indique alors l'ancrage des soldats. De leur main gauche, ils actionnent quelques fonctions. Leur télécommande pectorale fait le reste. Dans l'embouchure du canon, des rouleaux concentriques dévoilent par divers orifices des particules en train de se gaver d'énergie. Les faibles lueurs deviennent des lumières de plus en plus vives et n'attendent que le bon moment pour frapper. Le Major ordonne la mise à feu. Presque simultanément, à leur gauche, les 2 autres groupes ont réalisé la même manœuvre. Une prodigieuse vague d'énergie frappe de plein fouet le boozer, détruisant son champ de force dans une explosion de lumière aveuglante.
Au même moment, dans le quartier général d'Epoxia, l'ambiance est tout autre. Le calme règne et les chefs de guerre comptabilisent les opérations. Des soldats humains analysent la situation sur leurs écrans et prennent les dernières mesures. L'un d'entre eux hoche la tête régulièrement. 150, 160, 170, tiens, 300, 540, 950. Bon sang, on commence à perdre beaucoup d'hommes, mon général. Ne vous inquiétez pas, rassure l'officier supérieur. Nous avons du stock, n'est-ce pas? Un sourire malsain éclaire son visage ingrat. Sur le champ de bataille règne une atmosphère d'apocalypse. Le major hurle à sa section. Tenez bon, augmentez encore le rythme, il va céder. La troupe de Sandy accuse de lourdes pertes. 2 groupes viennent d'être littéralement balayés par des tirs concentrés de la tourelle centrale, et les hommes gisent déchiquetés. Plusieurs dizaines de mètres en arrière. Le choc a été si violent qu'ils ont été arrachés du sol. Les corps sont éventrés, les tripes étalées, les crânes éclatés, les cervelles répandues et les poitrines défoncées. Sandy enrage. Mettez toute la gomme! Les 2 canons crachent alors leurs salves lumineuses à une rapidité prodigieuse et les 3 soutiens appuient leur offensive à l'aide de leurs Mauser. Soudain, une rampe se place en face du groupe et l'arrose d'un tir nourri. Le champ de force encaisse quelques secondes puis cède par la gauche. Le soldat en avant-poste se fait alors trancher la jambe. Malgré la douleur et la peur, il garde la main droite sur la poignée et continue à tirer. Le major Sandy éjecte ses dernières sphères de protection et regarde vers le haut. Son visage s'éclaire soudain d'une évidence. Là-haut! Il enclenche aussitôt ses fusées et décolle tel un missile. Puis, il s'immobilise à 40 mètres d'altitude. De ses mains jaillissent alors des boules d'énergie qu'il concentre sur le point de faiblesse de l'ennemi. Son escouade prend vite le relais. Le champ de force grésille et les sphères qui le composent commencent à disparaître une à une.